Bienvenue à notre discussion. Un véritable séisme secoue le Cameroun en ce moment, centré sur la manière dont l'État compte taxer l'économie numérique. Entre les annonces officielles et des rumeurs qui se propagent comme une traînée de poudre, le débat est devenu assez passionnel. Oui, et au fond, la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que le Cameroun essaye, disons, de moderniser ses impôts de façon juste et équitable, ou est-ce qu'on assiste à une sorte de raquette d'État qui risque d'étouffer la seule bouffée d'air frais pour une jeunesse massivement au chômage ? Pour moi, la réponse est claire. Nous assistons à une tentative rationnelle et nécessaire de moderniser un système fiscal qui n'est plus du tout adapté à l'économie du XXIe siècle. La politique vise avant tout les géants du web étranger, et en fait, elle ne fait qu'appliquer des principes fiscaux classiques à de nouvelles professions. La perception est complètement déformée par une campagne de désinformation. Et je vois les choses de manière, alors là, diamétralement opposée. Pour moi, cette politique, dans son esprit, et surtout dans le contexte camerounais, c'est une démarche prédatrice. C'est le symptôme d'un État qui ne comprend rien, mais alors rien du tout au monde numérique, et qui, au lieu de soutenir l'autonomie de sa jeunesse, cherche à la réprimer. Si on veut y voir clair, il faut commencer par déconstruire la rumeur qui a tout enflammé. Je parle de cette idée absurde d'un impôt basé sur le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est une fake news, purement et simplement. Aucun texte de loi, aucune circulaire ne mentionne une telle chose pour les citoyens camerounais. La réalité, ce sont deux mesures très distinctes. La première, c'est une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des grandes entreprises numériques étrangères, les Netflix, TikTok, Google, qui opèrent et gagnent de l'argent au Cameroun sans y avoir de bureau. Ça, c'est un simple exercice de souveraineté fiscale, c'est-à-dire le droit fondamental pour un pays de décider qui paie des impôts sur son territoire. C'est ce que font tous les pays du monde. La deuxième mesure, qui vient de la loi de finances 2024, est un prélèvement de 5% sur les bénéfices réels des créateurs de contenu, des influenceurs, des vendeurs en ligne locaux. Ce n'est pas un nouvel impôt, c'est simplement l'impôt sur le revenu qui existe depuis toujours, mais appliqué à une nouvelle catégorie de travailleurs. La logique est simple, l'équité. Pourquoi la vendeuse du marché de Mokolo paierait ses impôts et pas une personne qui vend des produits sur Instagram et gagne parfois beaucoup plus ? Voilà. D'accord, je suis d'accord avec vous sur un point. C'est normal que les GAFAM contribuent. Aucune discussion là-dessus. Mais amalgamer la situation de Netflix avec celle d'une jeune étudiante qui fait du dropshipping pour payer ses études, c'est là que le raisonnement devient à mon sens malhonnête. Se concentrer sur la lettre froide de la loi, c'est faire abstraction totale du contexte. Et le contexte, c'est un État qui a failli sur toute la ligne. Un État incapable de fournir de l'électricité 24 heures sur 24, un accès stable à Internet, un pays où les jeunes ne peuvent même pas monétiser directement leur contenu sur YouTube ou Facebook parce que le Cameroun n'est pas éligible. Ils doivent trouver des combines, passer par des parents à l'étranger, et c'est cet État-là qui, sans avoir rien investi, sans avoir créé le moindre cadre favorable, vient réclamer sa part du gâteau. Mais franchement, c'est une plaisanterie. L'activité de créateur de contenu au Cameroun, ce n'est pas un métier de passionné, c'est un métier du chômage, une solution de survie inventée par des jeunes que l'État a abandonnés. Taxer ces activités, c'est non seulement punir les victimes, mais c'est aussi tuer dans l'œuf le seul secteur qui crée de l'emploi sans subvention. On parle d'un écosystème qui, en 2023, a généré indirectement des emplois pour des monteurs vidéo, des community managers, des graphistes. En s'attaquant à la tête, on assèche tout le corps. Je comprends l'argument du contexte, bien sûr, mais il ne peut pas justifier une zone de non-droit fiscal. La distinction entre les GAFAM et les créateurs locaux, elle est justement au cœur du dispositif. Pour les géants étrangers, le nombre d'utilisateurs n'est qu'un critère pour établir leur présence économique numérique, pour dire vous êtes suffisamment implanté ici pour payer un impôt. Ce n'est en aucun cas une base de calcul pour taxer les individus. Pour les créateurs locaux, la loi est très claire. On ne taxe que les bénéfices, l'argent réellement gagné une fois les charges déduites. C'est un principe universel. Pardon de vous interrompre, mais comment un jeune qui vend des mèches sur WhatsApp est-il supposé calculer un bénéfice réel ? Il n'a pas de comptable. Il achète sa marchandise, paie le transport, la connexion Internet de sa poche. C'est une fiction bureaucratique qui ne s'applique absolument pas à la réalité du terrain. Vous parlez de charges déduites, mais quelles sont ces charges ? Un nouveau téléphone pour faire de meilleures photos, est-ce que c'est une charge déductible ? Un dépassement pour rencontrer un fournisseur. La direction des impôts n'a fourni aucun guide, aucune clarification. C'est le flou le plus total.
C'est un point valide. Le principe de taxer le bénéfice réel est juste, mais le défi, et c'est là que la discussion devient technique, c'est de définir ce qui constitue une charge déductible pour un créateur de contenu. La direction des impôts devra publier un guide très clair, sinon l'application sera un vrai casse-tête. Mais cette complexité technique ne remet pas en cause le principe. C'est un problème d'application, pas de légitimité. D'ailleurs, le système repose sur l'autodéclaration, c'est-à-dire que c'est au contribuable de déclarer de bonne foi ses revenus et ses charges. Mais vous êtes d'une naïveté déconcertante. Autodéclaration, bonne foi, dans un pays où la corruption est endémique. Cette confusion, ce flou que vous reconnaissez vous-même, ce n'est pas un problème technique, c'est une opportunité en or pour l'abus de pouvoir. Laissez-moi vous donner un exemple concret. J'ai parlé à un jeune humoriste sur TikTok. Il a 200 000 abonnés, mais il m'a confié qu'il a gagné moins de 100 000 francs CFA le mois dernier, grâce à un petit partenariat. La rumeur de la taxe l'a tellement angoissé qu'il a pensé à tout arrêter. Parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. Un agent du fisc peu scrupuleux va débarquer, voir ses 200 000 abonnés et lui dire « La nouvelle loi est claire, tu brasses des millions, tu nous dois de l'argent ». Le jeune n'aura aucun moyen de prouver son bénéfice réel. L'impact sur le terrain, ce n'est pas la collecte d'un impôt juste, c'est l'installation d'un climat de peur. C'est la porte ouverte à l'extorsion. Le risque d'abus par des agents corrompus existe dans tous les secteurs. Ce n'est pas une spécificité du numérique. Si on suit votre logique, il faudrait supprimer tous les impôts au Cameroun. La solution n'est pas de renoncer à taxer et de laisser un Far West économique s'installer, mais de renforcer l'état de droit, de sanctionner les agents corrompus et surtout d'éduquer les citoyens sur leurs droits et leurs devoirs. Vous parlez de prédation, mais quelle est l'alternative ? Devons-nous accepter qu'un pan entier de l'économie, qui génère parfois des revenus considérables pour certains, opère totalement en marge du système ? L'alternative, c'est de faire les choses dans le bon ordre. Un État sérieux ne met pas la charrue avant les bœufs. Sa première responsabilité, ce n'est pas de taxer. C'est de créer un environnement où la richesse peut se créer. Avant même de murmurer le mot « impôt », l'État camerounais aurait dû se battre pour que ses citoyens aient accès à la monétisation sur les plateformes. Il aurait dû négocier avec PayPal, Stripe, YouTube. Il aurait dû mettre en place des cadres pour faciliter le rapatriement des fonds. Il aurait dû créer des incubateurs, former les jeunes, comme on a pu le voir au Rwanda, où l'État a d'abord massivement investi dans l'écosystème avant d'envisager la fiscalité. Ça, c'est une logique de partenariat. Au Cameroun, on a une logique d'extraction. On attend que le jeune se débrouille tout seul dans un environnement hostile et dès qu'il sort la tête de l'eau, l'État arrive avec son gourdin pour lui prendre le peu qu'il a réussi à générer. C'est l'absurdité même. On taxe la survie, pas la richesse. Je ne vois pas cela comme un gourdin, mais comme un contrat social. Le message de l'État n'est pas « donne-moi ton argent », c'est « tu fais partie de l'économie nationale, tu utilises les infrastructures même si elles sont défaillantes et tu dois contribuer, comme tout le monde, à l'effort collectif ». L'argent de l'impôt, en théorie, sert à financer les routes, les hôpitaux et peut-être un jour un réseau Internet fiable. C'est un cercle. En se focalisant sur les rumeurs et le risque de corruption, on passe à côté du véritable enjeu. Comment intégrer de manière juste et efficace ce nouveau pan de l'économie dans la fiscalité nationale ? Pour reprendre une excellente formule que j'ai lue, une loi se lit, elle ne se devine pas. Le danger, c'est la panique morale basée sur des on-dit. Mais la perception, c'est ça la réalité, hein ? Le message perçu, et c'est le seul qui compte, est un message de contrôle et de méfiance. L'État voit l'espace numérique non pas comme une opportunité, mais comme une menace. Pourquoi ? Parce qu'il permet une autonomie économique et une influence sociale qui échappent au circuit traditionnel du clientélisme et du contrôle politique. Un jeune peut aujourd'hui bâtir une audience et générer des revenus sans prêter allégeance à un parti ou à un baron local. C'est cette indépendance qui est perçue comme un danger. Cet impôt, c'est moins un outil fiscal qu'un outil de contrôle social. On veut identifier, ficher et, si nécessaire, neutraliser ces nouvelles voies en leur mettant une pression administrative insoutenable. Le fond du problème est là. Un État qui en est réduit à vouloir taxer la visibilité de sa jeunesse plutôt que de lui créer des opportunités, a publiquement signé l'aveu de son propre échec. En résumé, je maintiens que ces mesures, malgré leurs imperfections d'application, sont une étape légitime vers la souveraineté fiscale et l'équité. La peur qui s'est installée repose sur une lecture erronée de textes qui distinguent clairement les géants étrangers des entrepreneurs locaux et qui visent le revenu réel, pas la popularité. Le vrai débat, et je vous rejoins sur la nécessité d'aller plus loin, devrait porter sur la mise en œuvre.
Comment accompagner ces nouveaux contribuables, comment simplifier les procédures et comment communiquer clairement pour couper l'herbe sous le pied de la désinformation et de la corruption. Pour conclure, je dirais que même si les textes juridiques font des distinctions subtiles, la réalité socio-économique est que ces mesures sont vécues comme un acte punitif par un État qui a abandonné sa jeunesse. Dans ce contexte de précarité extrême, où créer du contenu est l'une des dernières boîes de sauvetage, cette pression fiscale, qu'elle soit réelle ou fantasmée, étouffe l'une des dernières voies d'innovation et de survie, et ça pose une question fondamentale sur le contrat social. Que doit un citoyen à un État qui lui offre si peu en retour ? C'est une mesure absurde qui va asphyxier les plus débrouillards parmi les pauvres. La manière dont un État aborde la fiscalité de ses citoyens les plus connectés est un puissant révélateur de sa vision pour l'avenir. Les considère-t-il comme un atout à soutenir Ou comme une ressource à extraire, voire une menace à maîtriser. Le contenu de nos sources montre bien que la discussion ne fait que commencer et que la réponse, elle se trouvera sur le terrain, pas dans les textes de loi.